Alors, bonjour à tous. Je m'excuse peut-être par avance que j'ai une petite voix. Cela dit, c'est un problème de saison. Mais bon, ça va durer une demi-heure, donc on va essayer d'arriver jusqu'à la fin. Voilà, alors là, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, parfait. Alors, merci de votre présentation. Donc, moi, je suis Maude Tarnot, directrice du développement durable du groupe Holcim en France. Ravie de vous présenter notre stratégie de neutralité carbone, qui est pour nous plus qu'une stratégie de neutralité. Finalement, c'est vraiment une stratégie de transformation d'entreprise, parce qu'on est vraiment au cœur de problématiques essentielles et en amont d'un secteur, celui de la transformation, qui lui-même doit se transformer de manière radicale. Alors, on vous avait précisé tout à l'heure le poids des émissions carbone liées au ciment, c'est 7%. Ça permet aux gens de se loger, de se déplacer. C'est associé à tout un tas d'infrastructures. Et pour vous donner une idée, un Français en moyenne aujourd'hui par an, c'est 300 kilos de ciment consommé par an et 6 tonnes de granulats. Alors je dis consommer, c'est pas complètement vrai, parce que par chance, les matériaux de construction ne disparaissent pas quand ils sont utilisés. Ils restent dans les villes, donc on peut aussi les déconstruire, les réutiliser, etc. C'est pas comme de l'énergie, donc c'est un petit peu différent. Mais cela étant, on est en présence de volumes extrêmement importants. Et qui nécessite un certain nombre de matières premières pour être produits, d'énergie pour être produit, et surtout on va être face à des émissions de carbone qu'on dit fatales, hard to abate en anglais. Et c'est vrai qu'entre fatal et fatalisme, on me faisait la réflexion il n'y a pas longtemps. Au début on se disait comment va-t-on décarboner le secteur du ciment, et ben on y arrive. On va y arriver, en tout cas on a bon espoir d'y arriver. Voilà, donc peut-être quelques mots sur Holcim. Alors en France, Holcim en France, c'est à la fois Lafarge, que vous connaissez, donc, qui est spécialisée sur le ciment, le béton et les granulats, c'est-à-dire que c'est des matériaux de construction pour la construction neuve, mais ce n'est pas que ça. On a aussi PRB, qui est une entreprise de rénovation des bâtiments, donc plutôt sur la rénovation. On a le Geocycle, qui est un service d'économie circulaire, service aux entreprises, collectivités, etc., pour récupérer les déchets, les structurer, les préparer pour que nous, on les réintègre dans le process. Et puis, c'est le centre de recherche mondial du groupe et d'innovation qui est à Lyon. Et voilà, on a vraiment 4 piliers aujourd'hui sur lesquels on s'appuie pour conduire notre stratégie de développement, de durabilité. Et en fait, cette façon dont je vous présente l'entreprise sur ces 4 piliers a fondamentalement changé depuis 2 ans, mais c'est aussi pour s'adapter aux enjeux qu'on rencontre. Et les enjeux qu'on rencontre, c'est ceux de l'industrie d'une part et ceux de la construction. Et autant avant, on pouvait être un peu une industrie de fourniture de matériaux de construction qui allait alimenter le secteur, voilà, pour construire des choses, des routes, etc. On est de plus en plus orienté vers une société de services où on va accompagner nos clients à ce qu'eux-mêmes émettent moins de CO2. Donc on va aussi leur proposer des matériaux un petit peu différents, des choses qui sont plus isolants par exemple. On va aussi les aider à contrer l'étalement urbain, donc lutter contre l'imperméabilisation et l'artificialisation des territoires, avec des bétons drainants par exemple. Je vous donne ces quelques exemples. Et alors on a aussi des choses qui pour favoriser le retour de la biodiversité en ville, ou lutter contre les îlots de chaleur urbains. Et on s'aperçoit qu'avec la multiplication des épisodes de canicule qu'on ressent tous, c'est assez important effectivement de lutter contre des îlots de chaleur et de pouvoir ramener de la fraîcheur en ville. Et donc tous ces exemples pour vous dire que non seulement on doit se transformer, on doit effectivement adapter nos process pour produire moins de CO2, utiliser moins d'eau, moins d'énergie, etc. Mais on doit aussi proposer des nouveaux services pour s'adapter et aider le secteur de la construction à s'adapter. Donc c'est vraiment un ensemble de choses qui sont à l'œuvre là. Voilà. Alors, j'arrive dans le vif du sujet et on parlait de scope 1, 2, 3. Alors, vous en êtes, j'imagine que vous avez tous exactement ce dont il est question. Et vous voyez que dans notre activité, on a 70% de scope 1. Donc évidemment, c'est notre première responsabilité, c'est d'adresser le scope 1. Puis alors en plus, on a un scope 1 un peu particulier. Non, je ne dois pas sortir du scotch, je ne sors pas. Qui se décompose en 2 parties. Vous avez une partie à gauche, décarbonatation, je vais vous expliquer ce que c'est dans 2 minutes. Et la partie à droite, combustible, production de ciment, 22%. Alors ça, c'est assez simple parce que je vous ai fait un schéma de la cimenterie. En dessous, je vous montre un schéma de la cimenterie. Vous avez une carrière en haut et pour produire du ciment, on va extraire du calcaire en carrière.
On va le broyer, le préparer. Vous voyez, un four horizontal qui va venir le cuire. Et le calcaire, il faut que ça cuise à 1400 degrés. Donc le four monte à 2000 degrés. C'est le processus le plus chaud industriel, il me semble. Et puis après, vous allez le broyer, le mélanger à d'autres choses pour enfin qu'il soit expédié. Vous voyez, on a la route, le fer et le rail. Je le dis parce que c'est important, on est assez multimodal parce qu'on est un matériau pondéreux qui se prête très bien au report modal et au transport massifié. Donc on est le premier utilisateur du fleuve en France aujourd'hui. Et sur le rail, on est à plus 50% ces 5 dernières années. Voilà. On essaye vraiment de massifier le transport aussi parce que c'est un vrai levier de décarbonation. Bon, voilà. Je vous parle déjà du scope 3. Non, je reviens au scope 1. Et alors, bon, vous avez cette problématique de combustible. Donc, évidemment, pour faire chauffer un four à 2000 degrés, vous avez besoin de combustible pour la production de ciment. Bon, il y aurait que ça encore, parce qu'on sait adresser le mix combustible. On sait. Je vais vous montrer après comment. Mais voilà. Mais il y a un autre sujet, c'est presque 50%. C'est la décarbonatation. Et ça, c'est les émissions, donc, qu'on dit fatal, hard to abate. Et alors, vous avez un petit schéma de réaction chimique en bas. Alors, je vous rassure, moi, mes souvenirs de cours de chimie sont extrêmement lointains, mais c'est assez simple. Vous avez du calcaire qu'on fait cuire, du CaCO3. Ben, en fait, quand vous faites cuire, ça vous donne d'une part la chaux vive qui va servir à faire du clinker puis du ciment, et puis d'autre part du CO2. Tout simplement. Et c'est là l'essentiel de nos émissions, et c'est ce qui explique la part importante du ciment dans le poids des émissions mondiales. Donc effectivement, on a un sujet certain. Alors vous voyez, par rapport à la production de granulats et de béton, c'est assez anecdotique. Le scope 2 en France, on a l'électricité décarbonée et on s'en sert dans une mesure assez limitée. Donc, vous voyez, c'est aussi très, 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 très raisonnable. Et on a quand même un scope 3 de 30% avec des émissions indirectes qui vont être liées principalement au transport, raison pour laquelle on adresse aussi ce sujet, bien entendu. Voilà. Comment fait-on ? Bien, aujourd'hui, on est arrivé à 7 feuilles de route. Et qui vient justement d'être validé avec le ministère de l'Industrie. On a co-signé très récemment un contrat de transition écologique pour l'ensemble de nos sites en France, nos 7 cimenteries qui sont 70% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez, on a 5 leviers de décarbonation qui devraient nous amener en 2050 à moins 95% d'émissions de gaz à effet de serre. Et pour nous, c'est que le CO2. Et en 2030, en fonction des scénarios, on a un scénario moyen à moins 47% et un scénario ambitieux à moins 69%. Vous voyez, c'est extrêmement ambitieux. C'est en ligne avec la stratégie nationale bas carbone, alors existante, mais même révisée. On sait que les ambitions vont être rehaussées avec les nouveaux objectifs européens. On est dans une trajectoire qui est compatible avec les accords de Paris, le réchauffement limité à 1,5 degré. Donc voilà. Comment fait-on ? Alors le premier levier pour nous, c'est vraiment la sobriété et l'accompagnement de nos clients vers une consommation de matériaux plus raisonnée. Alors on a des outils d'aide à l'éco-conception, un outil qui s'appelle 360 Design. Vous rentrez les spécifications de votre bâtiment, vous pouvez le faire, il est en ligne et ouvert. Vous rentrez les spécifications de votre bâtiment et puis on va vous donner le poids carbone du gros œuvre et puis on va même vous aider. Il y a un outil de modulation pour baisser le poids carbone en agissant sur un certain nombre de leviers et en vous proposant un béton bas carbone. Donc ça, on a vraiment l'éco-conception, c'est important. C'est aussi pour nous des innovations techniques. Recourir à l'impression 3D, par exemple, parce qu'on a des gains à faire dans le volume de matériaux qui est utilisé. Jusqu'à présent, on pouvait être dans le bâtiment et les travaux publics orientés par une logique de moyens. On met un mur très épais, comme ça on est sûr, et en même temps on veut que nos maisons tiennent. Hein. C'est une logique très normale, mais on peut sans doute travailler dans un premier lieu sur le volume et sur un meilleur accompagnement des clients pour que avoir une demande plus modeste et l'accompagner. Deuxième levier, j'en parlais, c'est nos 22%, c'est l'efficacité énergétique et le mix énergétique. Donc il faut des usines modernes, avec les meilleures techniques disponibles. Nous, par exemple, près de Toulouse, on a une usine à Martres-Tolosane dans laquelle on vient d'investir 130 millions d'euros pour rénover le four. On gagne 30% d'efficacité énergétique et ça va nous permettre de faire évoluer le mix combustible.
Et comment on fait évoluer le mix combustible? Au lieu d'utiliser que des combustibles fossiles, alors nous, on n'utilise pas de charbon, on utilise du fioul lourd, qui est déjà un coproduit de l'industrie. Voilà. Mais bon, la logique collective est quand même plutôt de sortir des combustibles fossiles. Donc nous, on travaille et on travaille depuis longtemps, sur des combustibles issus de déchets. Des déchets, des refus de tri et de la partie non valorisable, bien entendu. Et on est aujourd'hui à 50% de combustibles qui sont issus de déchets, et on veut continuer à progresser, passer à 70% en 2026, et 90% en 2030. Donc on a vraiment une trajectoire très, très, très ambitieuse, et dans ces combustibles issus de déchets, une part plus importante vienne de la biomasse. Ici encore, on est sur de la biomasse déchets, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher de la biomasse neuve qui viendrait en concurrence avec d'autres usages. On est vraiment sur de la récupération. Grâce à ce process cimentier qui chauffe effectivement à 2000 degrés, on a la possibilité d'utiliser ces déchets sans résidus ultimes, comme il pourrait y en avoir dans d'autres industries. Et donc ça, c'est vraiment le process qui le permet. On a un troisième levier qui va être sur le taux de clinker des ciments qu'on veut réduire. Traditionnellement, on mettait beaucoup de clinker dans le ciment, c'est normal, quelques ajouts, on va de plus en plus chercher des ajouts supplémentaires. Vous aviez l'acier hier, sachez que les laitiers de hauts fourneaux, qui sont un coproduit de l'acier, sont utilisés dans le ciment comme ajout, et c'est un ajout décarboné. On travaille sur d'autres ajouts, et notamment sur les argiles. Les argiles, on les fait cuire, sauf que comme c'est pas du CaCO3, on n'a pas la décarbonatation qui se produit, et donc on va éviter les émissions de CO2. Et en mélangeant des ajouts dans une mesure... alors, il y a une vraie question de dosage et de savoir-faire pour que ça n'altère pas les propriétés techniques du ciment, et la façon dont on va le mettre en œuvre après pour nos clients et qu'ils gardent finalement la façon de faire. On va travailler donc pour doser au mieux la composition du clinker. Donc c'est des nouvelles recettes et c'est des nouveaux ajouts qu'on va développer. Alors ensuite, vous avez une autre partie qui va liée à l'utilisation et la réincorporation de matériaux décarbonés. Alors, ils sont pas encore, cette bande-là n'est pas encore très importante, vous voyez dans le graphique de gauche. C'est-à-dire qu'on a encore du mal à évaluer le potentiel de gain CO2 qui est lié à cette technologie. Mais cela dit, on a bon espoir on a même plus que bon espoir. On est persuadé que ça va vraiment gagner dans les temps qui viennent, notamment parce qu'on a une REP sur les déchets du BTP, du bâtiment seulement, mais on a bon espoir de récupérer les déchets du béton. Et le béton, une fois en œuvre, en fait, vous avez naturellement la réaction chimique inverse de celle que je vous ai montrée au début qui se produit. Et le béton exposé à l'air va, dans une durée très longue aujourd'hui, réintégrer le CO2 qu'il a libéré au moment de la cuisson. Et on travaille pour accélérer cette récupération de CO2 par le béton, et du coup ce piégeage du CO2. C'est un exemple, mais ça permet aussi de ne pas faire recuire. Donc on peut imaginer de recycler des déchets du bâtiment directement dans le ciment, donc d'être dans une boucle de recyclage fermée, voire même faire de l'upcycling, alors qu'aujourd'hui, le béton est un matériau inerte et recyclable à l'infini, ce qui est formidable, mais il est sans doute recyclé dans des usages moins valorisants en termes de CO2. Il est souvent valorisé en sous-couche routière, ce qui n'est pas le plein potentiel de ce que ça peut offrir. Voilà. Et puis, in fine, on a un levier technologique de plus de rupture qui est la capture et le piégeage du CO2. Alors, entendons-nous bien, on le met parce qu'il est absolument essentiel pour nous, et notamment pour adresser ces émissions fatales au début, parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas, malgré tous nos efforts, à les réduire au maximum. Mais par contre, comme elles sont concentrées dans un nombre d'installations industrielles limité, on peut les capter, ensuite les concentrer, les traiter et les piéger, soit onshore, soit offshore. Donc ça, on a du stockage géologique, ou alors de l'utilisation et de la combinaison avec de l'hydrogène, par exemple, pour faire des e-fuels pour le secteur maritime ou le secteur aérien, ou des nouveaux plastiques sans produits dérivés du pétrole.
Donc ça, c'est des leviers qu'on regarde effectivement de très très près, qui vont venir en complément des autres. L'idée n'est pas du tout d'éviter de réduire à la source, c'est vraiment un complément. Cela étant, ça offre des perspectives essentielles pour nos activités. Et vous savez peut-être que le gouvernement a émis une stratégie, on appelle ça le CCUS, en Carbon Capture, Utilization and Storage. Donc une stratégie nationale pour le développement du CCUS. Il y a en Europe le NZIA qui est en cours d'examen qui promeut cette solution aussi, et le Haut Conseil pour le climat qui disait que pour les secteurs comme le ciment, c'est effectivement une solution très intéressante, puisque voilà, ça permet d'aider des secteurs vraiment très particuliers à se décarboner. Alors ça, c'est la photo d'arrivée. Et je vais simplement finir en vous expliquant comment on est arrivé à cette stratégie. Alors, on a déjà eu une forte volonté du groupe d'être leader sur le sujet, une prise de conscience effectivement de l'ampleur du sujet, une volonté d'être vraiment moteur au sein de l'industrie cimentière. Donc, on était la première entreprise au monde à signer un engagement avec le SBTI, à le faire reconnaître par le SBTI, des engagements alignés net zéro. Donc on a travaillé pour être le benchmark du secteur dont tous les cimentiers vont ensuite s'inspirer. Et on a même ensuite testé la méthodologie net zéro du SBTI et il y avait 8 entreprises au monde qui le faisaient. Donc pour commencer, cette volonté au plus haut niveau d'affirmation de décarbonation extrêmement ambitieuse, c'est absolument structurant si on veut emporter l'ensemble de l'entreprise, nos clients, nos parties prenantes, nos financiers, financeurs, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ essentiel, la prise de conscience et la volonté de changer réellement le secteur. Au niveau national, on a aussi eu des discussions extrêmement nourries avec les pouvoirs publics. On a travaillé largement avec l'ADEME sur un plan de transition sectorielle pendant 2 ans et l'ADEME avait fait ça pour les 7 secteurs les plus intensifs. Et nous avions été le tout premier à expérimenter la méthodologie. Ensuite, ça a été décliné pour l'acier, le verre, les engrais, enfin, finalement tous les secteurs soumis ou presque au MACF aujourd'hui. Donc on a pu, avec l'ADEME, dans le cadre de ce plan de transition, lister tous les leviers, les estimer techniquement, croiser les expertises, les partager. Et pour chaque levier, on a pu déterminer combien de CO2 ça permettait de réduire, parce que jusque-là, on avait un peu des pistes, mais certains disaient « Ah, bah tiens, on va faire ça. » Ah oui, mais si on fait ça, voilà quelles sont les conséquences en termes d'occupation au sol. Enfin, à un moment, on a eu des sujets sur les microalgues et on s'aperçoit que étant donné le niveau de maturation de la technologie, il faudrait une surface au sol incroyable pour capter le CO2 qui est émis. Donc c'est sans doute, à l'heure actuelle, pas la solution parfaite. Je vous donne un contre-exemple, mais on a aussi des exemples. Celui de l'argile calcinée, par exemple, la dame a dit, là c'est effectivement extrêmement intéressant, on partage, on est d'accord sur les leviers. Donc ça a permis vraiment d'estimer techniquement ces leviers, de les faire valider. Voilà, on a quelque chose de reconnu, de partagé. L'idée, c'était aussi de les évaluer financièrement, à la fois pour nous, mais à la fois pour le secteur public. Par exemple, on a un levier sur l'économie circulaire. Combien ça coûte à la collectivité de structurer mieux le flux de déchets, parce qu'on a besoin, nous, on est dans on est des pondéreux, on a besoin de volumes extrêmement importants, on a besoin de flux de déchets structurés en volume. Alors ça fait plutôt économiser à la collectivité, donc c'est pas mal. Voilà. Mais en tout cas, on avait, en plus de cette évaluation technique, une évaluation financière et des simulations économiques de l'ADEME qui a établi un certain nombre de scénarios. Enfin, ça nous a vraiment permis de gagner en compétences collectives et puis de partager avec les acteurs, alors, publics, mais même les autres acteurs privés, parce que c'était un travail vraiment multi-acteurs. Les autres matériaux de construction ont été consultés, les ONG, les utilisateurs. Enfin, voilà. On a eu c'est vraiment un travail absolument structurant sur le plan de transition sectorielle.
qui du coup a mené ensuite à une feuille de route de décarbonation du secteur cimentier. Donc les 5 cimentiers ont signé des objectifs 2030-2050. Alors je sais qu'elle est en cours de révision, mais non, elle est révisée depuis la semaine dernière, c'est signé, de manière à augmenter les ambitions pour les mettre en lien avec les nouvelles exigences européennes. Et puis on a signé, nous, notre contrat de transition écologique pour nos 7 cimenteries qui font partie des 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France et qui avaient tous été conviés à accélérer leur transition. Et ça nous permet aussi d'accélérer, de partager nos projets et d'expliquer aussi ce dont on a besoin. Et de quoi on a besoin. Alors effectivement, on a besoin de conditions de marché qui soient à peu près stables, mais on a aussi besoin, alors comme beaucoup, de plus d'électricité. Par exemple, pour sortir complètement des combustibles fossiles, on va utiliser des combustibles issus de déchets. Ça nécessite un peu plus de préparation, du séchage, etc. Et autant qu'on peut, on utilise la chaleur de nos fours pour les sécher, mais il y a aussi besoin de plus d'électricité. Et on n'est pas le seul secteur en la matière. Donc voilà, c'est important aussi que l'État puisse planifier ses besoins qui augmentent. C'est pareil pour les technologies de CCUS. Alors là, on est dans une logique presque d'économie circulaire du carbone et de nouvelles logiques économiques. On ne va plus travailler seul sur le sujet du carbone, mais on a besoin de gens qui savent le concentrer, on a besoin d'autres gens qui savent le transporter, on a besoin d'autres gens qui savent l'injecter. Voilà, c'est des nouveaux partenariats sur ces sujets et on va avoir sans doute besoin de planification, d'infrastructures, de logique et de gouvernance et de l'intervention de l'État. Alors, on a besoin aussi, bien entendu, on parlait du MACF, on a besoin de conditions de concurrence équitables. Vous savez que le coût du carbone ne va pas diminuer, que la réglementation européenne impose un coût du carbone aux industriels européens. Et ce coût, on sait que ce coût va augmenter et on sait que le nombre de quotas va diminuer. Donc on s'apprête à avoir des coûts du carbone qui vont augmenter, ce qui donne un signal prix favorable pour la décarbonation. Mais si vous avez des industriels extra-européens qui ne sont pas soumis à ce prix du carbone, évidemment, vous vous retrouvez face à une situation de concurrence complètement déloyale et les ciments carbonés importés deviennent beaucoup moins chers que les ciments produits en France, même décarbonés. Bon, vous imaginez assez rapidement le résultat. Donc pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir la mise en place de ce MACF, donc le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'Union européenne pour, alors je dis taxer, c'est un raccourci, mais qui permet de comprendre les ciments pénétrant sur le territoire national selon leur poids carbone. Voilà. Et c'est vraiment une condition de pérennité économique absolument essentielle pour nous. Et alors, en parallèle, je vous parlais tout à l'heure de ne pas travailler tout seul. On avait déjà essayé, il y a une dizaine d'années, de sortir un béton décarboné. On n'en a pas vendu un mètre cube. On s'aperçoit effectivement que la solution, on ne peut pas l'avoir tout seul. Alors évidemment, on a une responsabilité, étant donné le poids de notre scope 1 que vous avez vu, on a évidemment une responsabilité d'adresser nos opérations, mais on ne peut évidemment pas le faire tout seul. Et donc, il y a une logique à travailler avec l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, pour commencer, nos salariés. Alors, évidemment, on a une task force carbone qui va piloter les projets, les mettre en place, etc. Mais étant donné l'ampleur de la transformation pour notre entreprise, on s'est dit que c'était très important que chacun participe à cette transformation et que chacun la comprenne. Donc, assez classiquement, on déploie la fresque du climat auprès de l'ensemble de nos salariés. On la déploie, mais on ne fait pas que ça. C'est aussi l'occasion pour nous d'expliquer notre stratégie de décarbonation, d'expliquer nos responsabilités et où est-ce qu'on agit et comment on le fait. Donc ça, maintenant, c'est partagé. Et c'est suivi en fonction des services dans lesquels les personnes travaillent, d'ateliers pour savoir, moi, au service logistique, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, au service achat, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, ou des services qui peuvent se sentir un peu plus éloignés de la stratégie, de participer finalement à cet effort collectif, parce qu'on sait qu'on a besoin de tout le monde et qu'on n'a pas de baguette magique avec une solution unique. Il faut vraiment que chacun y participe. Voilà.
Alors évidemment, on adresse nos clients pour qu'ils achètent cette fois-ci notre ciment et béton bas carbone. Alors évidemment, on a une offre bas carbone qu'on veut la plus large possible et on veut qu'elle soit disponible partout sur le territoire. Et donc ça, on la met en place pour que vraiment on ait une offre bas carbone alors, et circulaire, parce qu'on pense que les deux vont vraiment de pair. Qu'on accompagne de propositions de services. On a la chance en France d'avoir des planètes qui sont alignées sur le bas carbone. Ce n'était pas le cas jusqu'à il y a peu, mais là vous avez à la fois effectivement une incitation forte des pouvoirs publics à se décarboner. On a une réglementation européenne avec l'ETS qui incite à se décarboner, mais on a aussi une incitation marché, puisqu'on a une RE 2020, donc la réglementation environnementale des bâtiments, qui limite le poids carbone des matériaux de construction. Donc dans chacune des parties, effectivement, on a des incitations à se décarboner, sans parler effectivement de l'attractivité de l'entreprise pour les jeunes talents qui veulent travailler dans des entreprises qui ont conscience des enjeux de la planète et qui travaillent à se transformer. Des financiers qui veulent avoir des entreprises avec une pérennité assurée. Enfin voilà. Donc on a vraiment un alignement des planètes qui nous permet de travailler dans le même sens. Donc voilà, on accompagne nos clients avec une offre bas carbone, mais aussi un dispositif d'accompagnement pour qu'ils comprennent la future réglementation environnementale des bâtiments, le poids carbone, ce qu'ils peuvent faire, quels sont les leviers, etc. On a des partenariats et des démonstrateurs. Alors, on citait tout à l'heure le clinker qui a été produit dans 2 de nos usines qui étaient 100% recyclés. On le met en œuvre aujourd'hui avec Séquence, une entreprise du logement social dans un quartier à Gennevilliers. On construit le premier bâtiment du monde avec du béton 100% recyclé, c'est-à-dire que le clinker, au lieu d'avoir du calcaire extrait de la carrière, ça va être des éléments minéraux, des industries autour de la cimenterie qui ont fourni la matière première, donc 0 matière première pour produire ce clinker. Pour faire du béton, vous savez qu'il faut du ciment, du granulat et de l'eau. Le granulat est aussi 100% recyclé, c'est-à-dire issu de déchets de construction du bassin parisien, et l'eau est aussi complètement recyclée. Donc on est vraiment sur une innovation incroyable et en même temps voilà, un démonstrateur dont on espère que pour l'avenir ça va vraiment changer les choses et en tout cas ouvrir des perspectives qu'on n'avait pas jusque-là. Alors c'est aussi notre stratégie carbone, quelque chose qu'on partage avec les riverains de nos installations, parce qu'ils sont aussi associés à la pérennité de l'usine, à la durabilité. Dans certaines usines, on va faire des nouveaux ateliers déchets, donc il faut expliquer ça aux riverains. Dans certains, on va mettre des nouveaux équipements qui peuvent se voir, donc c'est vraiment quelque chose d'important de les partager avec nos riverains dans le cadre de commissions locales de concertation, où on parle de l'avenir des sites et des impacts que ça peut avoir pour eux. Et puis enfin, comme on n'est pas exempt non plus d'un impact sur notre scope 3, on a un travail vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis de nos transporteurs pour limiter le poids CO2. Alors, de nos achats, nous, on a la chance d'avoir des achats très, très locaux, puisqu'on est à 97% d'achats en France. Mais cela dit, on travaille aussi sur les aspects différents, comme plus l'éthique, le caractère social des entreprises avec lesquelles on travaille. Enfin, voilà, on a du coup des leviers intéressants. Et puis pour le transport, alors on a à la fois cette possibilité de report modal dans un certain nombre de cas. Cela dit, pas tous, parce qu'on alimente des chantiers, ils sont quand même pas tous près d'un terminal portuaire ou d'une gare. Et donc il y a souvent une logique du dernier kilomètre. Et encore plus pour le béton prêt à l'emploi, parce que vous savez, c'est ce produit frais du béton qu'on voit dans les camions toupies. Là, il faut vraiment un camion toupie pour le transporter jusqu'à la fin. Et du coup, on va travailler sur la conduite, l'éco-conduite, les motorisations. Et on travaille effectivement à renouveler la motorisation de nos flottes de véhicules, qu'ils soient terrestres ou fluviaux, pour l'instant. Voilà, écoutez, à peu près comment on a fait. Je ne sais pas si j'ai oublié un sujet particulier, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, merci de votre attention.